Bonjour, c'est Guillaume de Goulet. On est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui va aujourd'hui se poser une question presque hérétique. Et si la NBA était devenue chiante ? Ça y est, vous vous dites que je viens de fondre un boulon. Pourtant, franchement, des matchs qui se terminent toutes les nuits à 135-127, pas une once de défense, des schémas offensifs qui se résument à isoler une star pour qu'il fasse son numéro balle en main, et une orgie de shoot longue distance à chaque rencontre. Est-ce encore du basket ? Et je ne vous parle même pas des arbitres qui ferment les yeux sur les règles les plus élémentaires du jeu. Dernier exemple en date, le marché phénoménal de Bradley Beal, l'arrière de Washington, qui a effectué donc 5 pas sans un dribble face aux Pistons dans la nuit de lundi à mardi. Encore plus flagrant que les fameux step-back de James Harden ou ceux de LeBron James. Bref, à vouloir trop de spectacles, la NBA n'est-elle pas finalement en train de tuer le jeu ? À sujet brûlant, casting inédit aujourd'hui. Au micro, il fait son grand retour après plusieurs semaines d'hibernation. Et oui, c'est l'hiver, c'est Amaury Perdrio. Salut Amaury. Bonjour à tous. Deux petits nouveaux l'accompagnent, deux mordus de NBA, Alessandro Pizzus. Ciao Sandro. Salut Guillaume. Et Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour Guillaume, salut à tous. Voilà, tout le monde est prêt pour l'entre-deux, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du All-Star Game. Des orgies de points, pas beaucoup de défense, des marchés, une saison régulière pas franchement passionnante. Est-ce que la NBA n'est-elle pas tout doucement en train de perdre le fil, un peu de son sel, messieurs ? On en parlait avant ce podcast. On le sait, la NBA c'est d'abord des playoffs, il y a le titre au bout, c'est là où ça joue vraiment, mais cette saison régulière, franchement, est-ce qu'elle n'est pas un peu too much ? Est-ce que finalement la saison régulière ne se résume pas à un long et grand All-Star Game ? Ce sera le All-Star d'ailleurs, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à Charlotte. C'est ma saison régulière qui se termine avec, on le disait tout à l'heure, 135, 125 points en face. C'est des All-Stars en fait, permanents, Sandro. On a l'impression que la défense est passée clairement au second plan cette année. On a l'impression que c'est tout pour l'attaque et pas grand-chose pour la défense. Dimanche dernier, on a eu un Lakers-Philly qui a fini 149-123 au bout de 4 cartons. C'est absolument incroyable. Des fois, avec 2 prolongations, on n'a pas ce genre de résultat. Et là, en 48 minutes de jeu, ça explose dans tous les sens. Il y a vraiment très peu. Et pourtant, sur le parquet, parfois, il y a des joueurs défensifs qui sont là, mais ça ne défend absolument pas. C'est tout pour l'attaque, ça tire dans tous les sens. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas devenu un All-Star Game géant, ou en tout cas un concours de tir géant, parce que ça ressemble souvent à ça. Donc oui, j'ai l'impression que ça devient un peu un cirque. On est aussi clairement dans la protection des joueurs, je pense, tout au long d'une saison qui est, tu l'as dit, longue. 82 matchs. Trop de matchs, à mon avis, je pense, ce qui enlève beaucoup d'enjeux. Donc, saison longue, on protège les joueurs, beaucoup de joueurs qui peuvent se blesser longtemps. On a un LeBron qui se blesse, on a un Anthony Davis qui se blesse, des Chris Paul. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs importants qui incarnent cette ligue qui se blessent. Donc, les franchises prennent pas de risques. Le but, si on veut développer une jeune équipe, c'est d'abord de leur apprendre à attaquer plutôt que défendre, puisque la ligue est faite pour ça. Et ensuite, c'est une question de philosophie d'équipe, parce que on peut mentionner quand même parmi les hérétiques, les Memphis Grizzlies, qui pendant un temps défendaient. Donc, il y a des identités défensives. Il y a les Spurs qui l'ont toujours fait, mais on a aussi implanté des façons de faire, des façons d'arbitrer, des façons de jouer qui font que on laisse libre cours à l'attaque, et puis la défense, ça devient secondaire. Et il y a des joueurs qui l'avouent, on les fait d'abord travailler là-dessus, puis la défense, ça viendra au mois d'avril, quand il faudra gagner des matchs importants. Alors il y a l'attaque, mais il y a aussi le manque d'engagement. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de matchs, pas qui comptent pour du beurre, mais presque, où les joueurs mettent assez peu d'intensité, où les salles sont presque passives, et effectivement, ça va avec le fait qu'on est dans le tout pour l'attaque. Mais il y a peu de matchs où on sent que les deux équipes ont vraiment envie de gagner, de repartir avec la victoire. Il y a eu un contre-exemple cette semaine, le Philadelphie contre Boston, où il y a eu justement ce petit sel où on sentait les deux équipes qui voulaient repartir avec la victoire. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare, que vraiment on découle toute la saison régulière avec une légère montée en puissance. Amaury, tu l'as dit, le fait de protéger les joueurs, de chercher à protéger ses stars, et qu'on se positionne gentiment dans l'attente que la vraie saison, c'est-à-dire les playoffs, démarre. Est-ce que c'est une stratégie marketing, c'est-à-dire on laisse des joueurs faire des choses, marquer des points, faire des actions d'éclat pour pouvoir en faire des stars et communiquer autour ? De toute façon, le mot d'ordre depuis quelques années, c'est tout pour le spectacle en NBA. Ça a été clairement dit plusieurs fois par Adam Silver. Il veut qu'il y ait du spectacle, des beaux dunks, des scores fleuves, que ce soit
que ça s'ouvre à un public encore plus grand, et donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de... en tout cas, la priorité a été donnée à l'attaque, et je pense que oui, c'est évident aujourd'hui que c'est le cas. Parce qu'il y a des marchés à conquérir. Pour aller conquérir ces marchés, il faut leur pas vendre... ceux de Bill et d'Arden, hein, marchés au sens économique. Et pour ça, il faut vendre des highlights, il faut des actions d'éclat sur lesquelles on va pouvoir marketer, on va pouvoir diffuser, aussi, faire de la pub pour la Ligue. Les performances individuelles aussi, dire que voilà, c'était un super match parce qu'un tel a mis 50 points, a pris 22 tirs à 3 points et qu'il en a rentré 8. Voilà, c'est devenu aussi ça. Michael Jordan, dont la parole est plutôt rare, il s'est exprimé puisque le All-Star est à Charlotte, donc chez lui. Quand on lui a posé la question par rapport aux performances d'Arden et de Westbrook, il a fait une réponse à la Jordan en disant que ouais, c'était super difficile, mais que c'était sans doute encore plus difficile de gagner 6 titres. C'est évidemment exact, forcément. Il y a ça, mais il y a une réalité qui est peut-être ancrée dans l'esprit des joueurs, c'est que qui a gagné les 3 des 4 derniers titres, où sont les envies des joueurs similaires. On a déjà débuté tous presque la saison régulière en disant qui pour battre les Warriors à part les Warriors. Donc on va se retrouver avec des équipes. C'est la faute des Warriors, Amaury. C'est cette mode. Ils ont gagné en marquant beaucoup de points, donc c'est un petit peu de leur faute aussi quelque part. Ils ont développé une tendance et je pense que ça se retrouve dans tout ce qui va être tir à 3 points, outrance, dans une façon de jouer. Ils ont été largement dépassés. Ils sont dépassés. En fait, ils sont copiés. Statistiquement, on essaie de les copier. D'accord. Mais ça marche pas. Pour reprendre ça, en fait, c'est plus le fait qu'ils dominent la ligue, qu'ils se renforcent à outrance saison après saison. Mais derrière, on a des équipes qui se savent déjà perdantes au début de la saison, qui vont développer, qui vont trader. Je pense que la notion aussi de marché des transferts jusqu'au 7 février, ça influe beaucoup sur les performances des équipes. Parce que jusqu'au 7 février, cette année, il y a des joueurs qui sont interchangeables. On n'est pas sûr de garder sa place. Un gros nom peut changer de franchise d'un jour à l'autre. Un joueur peut demander à changer de franchise et tout d'un coup, comme les New Orleans Pelicans, ils pouvaient éventuellement jouer les playoffs. Là, Davis demande à partir. Couvercle sur la saison, on va passer à autre chose. Donc, jusqu'au 7 février, là, par exemple... pour Memphis, par exemple. Ça change tout au tout. Une fois qu'on passe un peu en mode playoff, les effectifs sont figés. Je pense qu'après la coupure All-Star Game, on va vraiment voir les choses s'accélérer. Oui, je voulais revenir aussi. Sandro, tu parlais de la volonté d'Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, justement de favoriser ce jeu d'attaque. Et effectivement, dans les règles qu'on changeait en début de saison, il y a eu l'idée justement de protéger les attaquants, de sanctionner plus durement les défenseurs. Et ces nouvelles règles, notamment sanctionnant plus durement les fautes loin du ballon, ont eu une influence sur la manière de défendre, notamment en début de saison. Il a fallu que les équipes s'adaptent. C'est là qu'on a eu les plus grosses orgies offensives. Il n'y a qu'à voir comment les défenseurs sont obligés de ruser pour essayer de défendre sur Harden, qui est ultra protégé. Dès qu'il lève les bras, c'est quasiment coup de sifflet, lancé. Enfin, c'est devenu un problème, cette surprotection. Mais comme tu le disais, c'est une volonté de la Ligue. Adam Silver, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de l'application des premières règles, il a dit qu'il était très content, que ça allait dans le bon sens, que la Ligue voulait justement sanctionner plus durement ces fautes loin du ballon et que les résultats étaient selon ses espérances. Après, on voit que les équipes commencent à s'adapter quand même petit à petit. Rudy Gobert avait dit dans une interview dans nos colonnes fin décembre que ça lui posait problème, que c'était difficile justement de défendre sur les joueurs qui coupent loin du ballon. Mais petit à petit, on a l'impression que les défenses commencent à s'habituer à ces règles, à ces coups de sifflet. Les défenses commencent aussi un peu à se resserrer. Oui. Les scores, il y a encore des scores très larges, mais un peu moins qu'en début de saison. Ça dépend quand même. Il y a quand même... Sur le total, il y en a moins. Et ça va être encore plus le cas en play-off, où on sait que le jeu se ralentit. Défensivement, la nouvelle norme, c'est anticiper sans toucher. Vraiment, on n'a plus le droit de toucher un joueur. Il y a eu aussi cette règle quand le joueur voulait couper les bras d'un adversaire, s'il se mettait à shooter, hop, on accordait les lancers francs. Tu me rassures, le basket, c'est aussi un sport de contact. Je pense que la NBA a sûrement oublié cette dimension-là. Evan Fournier le disait il n'y a pas si longtemps que ça que en fait on sanctionne systématiquement le défenseur dès qu'il va vouloir contester un déplacement, contester un joueur, le serrer de trop près, un joueur qui shoot en reculant avec le pied qui traîne, la faute elle va être pour lui. Donc au final on désavantage systématiquement la défense, et je suis même pas sûr que ce soit au sens même pour favoriser l'attaque, mais c'est plus pour protéger l'attaquant, et donc prime à l'attaque et pas forcément donc, c'est un ensemble de choses qui fait que derrière, ça devient difficile à suivre et à lire comme jeu, parce que d'un soir à l'autre, on voit la même volonté d'attaquer, mais on voit pas des matchs de qualité.
Et on voit aussi des matchs émaillés de fautes d'arbitrage, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, assez spectaculaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors en plus il y a eu toute une polémique derrière, mais ce marché absolument hallucinant de Bradley Beal, c'est même un marché au handball, c'est dire. 5 pas, franchement, 5 pas sans faire un dribble, les arbitres ne le voient pas, ou font semblant de ne pas le voir, et derrière on justifie en disant non, en fait, il a reperdu la balle, il a repris, donc en fait c'est pas vraiment un marché. C'est pas crédible. C'est scandaleux. C'est presque scandaleux pour le basket. Et l'image qu'on renvoie, que le syndicat des arbitres puisse défendre cette action-là. D'ailleurs, il a été désavoué par Monty McCutcheon, qui représente vraiment ce corps arbitral. Que le syndicat puisse essayer de valider cette action, ça voudrait dire qu'on peut faire semblant de perdre le ballon éternellement sur le terrain, il n'y aura jamais marché. Donc, ça ne marche pas comme ça, le basket, que ce soit FIBA, NBA, n'importe quelle ligue dans le monde, ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, ils se sont trompés sur toute la ligne et ils ne feront pas amende honorable là-dessus. Et finalement, ça va desservir tous les jeunes qui suivent et qui vont voir Bradley Beal marcher sous le panier comme il veut, perdre le ballon, reprendre, envoyer. Ou les step back de James Harden, qui fait 4 pas quand il fait un step back. Enfin, je veux dire, en plus, c'est répétitif. Ça a été, par exemple, je ne veux pas m'acharner sur James Harden non plus. Si, on le sent bien. On le sent. Mais pendant plusieurs matchs, il a fait des step back où il faisait marcher 3-4 fois de suite, mais ça n'a jamais été sifflé. Ou à un moment, quand il y avait vraiment eu de la polémique, où on s'est dit, oh là, c'est quand même incroyable, 4 fois de suite, à 4 matchs, c'est pas sifflé. Au 5e, on lui en a sifflé un, mais il en a quand même fait 3 derrière, quoi. Enfin, je veux dire. Mais est-ce que c'est nouveau? LeBron James a toujours été protégé avec son dribble. Après, ça, c'est avec les grands joueurs, on sait qu'ils ont toujours eu une protection avec les arbitres, ou en tout cas, c'est. Il ne faut pas oublier qu'on s'est adapté aussi vers la NBA quand quand la FIBA a adopté le zero step, le pas zéro qu'on n'avait pas avant. C'est donc donner cette possibilité d'un demi-pas, on va dire, supplémentaire. Oui. Donc ça veut dire qu'on est allé vers eux, ça veut dire qu'on va considérer que si l'action n'est pas dangereuse vers le panier, on est plus permissif. Et donc là, est-ce qu'ils ont considéré que Bill attaquait pas vraiment le panier, c'était la ligne de fond, et derrière on est permissif. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça l'état d'esprit que doit véhiculer le basket? Ce qui est rassurant peut-être quand même, c'est qu'ils se sont pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux quand ils ont tenté justement de justifier ce coup de sifflet. Oui, et parce nombre de journalistes, experts, fans sont montés au créneau pour dire non mais arrêtez, là c'est plus possible. Oui, c'était trop gros. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement pour la NBA à être trop permissive par rapport aux attaquants, par rapport au jeu, je mets des guillemets, le risque tout simplement de dénaturer le basket, non pas de le faire évoluer, il ne s'agit pas d'être rétrograde, mais de le dénaturer, en fait, d'en perdre un petit peu ce qu'en fait sa substantifique moelle. Ça peut lasser à un moment de voir ce genre d'actions qui ne sont pas réprimandées ou comme j'ai dit, des coups de sifflet qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a quand même, nous des fois quand on arrive le matin et qu'on en discute, des fois on n'est pas d'accord, mais des fois on se demande vraiment comment ils ont pu ne pas siffler une faute ou comment ils ont pu siffler cette faute alors qu'il n'y avait absolument rien. Et c'est vrai qu'à un moment on se demande est-ce que c'est pas fait exprès? Est-ce que c'est parce que là, c'est même plus de la surprotection. On se demande si c'est pas pour créer le buzz, pour créer le débat, pour faire parler. Après, la vraie question elle est là, c'est à quel public s'adresse la NBA, tout simplement. Exactement. Et si c'est un public de profanes, de gens qui veulent aller jouer avec les collègues au basket sans forcément maîtriser les règles du basket, avec un énorme marché chinois où la Chine ne développe pas un basket très visible sur la scène mondiale, si leur cible c'est ça, ils vont avoir raison jusqu'au bout de la ligne parce qu'ils auront les audiences, ils auront les gens pour acheter leurs produits. Après, il faut remettre ça sur la question business, évidemment. En termes de business, ils visent, comme tu as dit, les marchés asiatiques, tout ça, et évidemment, ils ont envie de voir des... Et les spécialistes, on est peut-être presque aujourd'hui un microcosme, les spécialistes basket, les puristes, comme on pourrait se qualifier si on veut. Pour nous, ça nous plaît pas de voir... Enfin, ça nous plaît pas. Ça nous plaît moins de voir un basket ultra offensif à 150, 125. Un concours de fléchettes. Un concours de fléchettes, comme tu dis. Mais il y a beaucoup de personnes qui adorent ça, qui disent « Waouh, il y a beaucoup de points. » Même dans les clubs, tu vas dans tous les clubs de basket de France, tu prends un jeune cadet, et son rêve c'est d'aller jouer en NBA. Et ça, il n'y fait pas attention. Mais même si son rêve n'est pas d'aller jouer en NBA, c'est d'avoir le maillot de James Harden et d'imiter, de faire exactement le même. De tirer à 3 points tout le temps, par effectivement, exemple. Est-ce que dans les 10 ans, il n'y aura pas un moment donné où c'est toujours 3 pas en avant et puis un pas en arrière? Peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a une supercherie quelque part. Je pense qu'aussi ça fait marcher, ça. Ouais. 3 pas en avant et 2 en arrière, bien sûr. Je pense que c'est aussi aux joueurs de prendre leurs responsabilités. On sait que les joueurs en NBA, quand ils disent quelque chose, ils sont souvent écoutés. Je pense qu'à un moment, si un LeBron, si un Chris Paul dit maintenant ça suffit, c'est trop, machin est trop protégé, ou il y a des règles, il faut les respecter, je suis sûr que ça va changer très vite.
Mais vu que la plupart de ces joueurs sont protégés par leur fonds de commerce, ces règles, c'est leur fonds de commerce. Donc ils risquent pas de le faire. Mais oui, c'est un gros problème. Est-ce que finalement, on n'est pas, nous, aussi un petit peu marqués par ce qu'a bercé notre enfance, en tout cas notre enfance NBA, c'est-à-dire l'ouverture de la NBA au monde. Alors on parle souvent de la Dream Team de Barcelone, des Jeux de 92, mais à cette époque-là, dans les années 90, le règne, c'était davantage la culture défensive, initiée, on s'en souvient, par les Detroit Pistons, un champion en 89 et 90. Les Bad Boys. Les Bad Boys, exactement, qui cassaient tout sur leur passage. Pas forcément en respectant les règles d'ailleurs pour le coup, mais est-ce qu'on n'a pas été marqué par ça, c'est-à-dire des stars, une star en gros par franchise, beaucoup de défense et un joueur, Jordan, qui faisait la différence et qui gagnait à chaque fois à la fin. Je caricature évidemment volontairement, mais est-ce que nous on n'est pas trop marqué par ça, parce que si on revient un petit peu en arrière, au début des années 80 ou dans les années 70, ces scores dont je parlais tout à l'heure, la 135-127, on les avait déjà, et même parfois encore pire. On avait des matchs qui se terminaient à 150 points en saison régulière, et ils avaient voulu justement resserrer un petit peu les règles pour ramener ça plus en conformité que du basket FIBA. Je sais pas, est-ce qu'on n'est pas trop bercé par ça, Gaëtan ? Si, je pense que totalement on l'est, mais est-ce que c'était... Moi, je me méfie toujours du « c'était mieux avant ». Est-ce que c'était vraiment mieux ? Si, c'était mieux avant. Est-ce que voir des fautes grossières, voire même parfois dangereuses, comme c'était le cas au début des années 90, c'est vers ça qu'on veut absolument revenir ? Je sais pas, en plus, je me suis amusé à regarder les stats des points marqués en 92-93, c'est le 3e titre des Bulls. Et on était quand même à plus de 105 points marqués par match. Donc, c'était pas non plus des scores de 80 à 90. On est marqué parce qu'il y avait, au-delà de la défense et des petits scores, je viens de vous montrer que c'était pas forcément des tout petits scores, c'était surtout qu'il y avait beaucoup plus d'intensité, à mon sens, et beaucoup plus de rivalité. Un truc qui n'existe plus dans la NBA actuelle et qui, à mon sens, fait énormément défaut. Yeah. Si tu parlais de Jordan et des Pistons... Enfin, là, c'était une rivalité. Là, chaque match entre les Bulls et les Pistons, ça valait son pesant de cacahuètes, même en saison régulière. Jordan a quand même refusé qu'Isaiah Thomas vienne dans l'équipe américaine pour les Jeux de Barcelone parce qu'il le détestait. Alors, c'était pas le seul, mais il y avait des rivalités comme ça. Tout le monde le détestait. Tout le monde le détestait, c'est vrai. Mais il y a eu d'autres rivalités avec Reggie Miller, avec les Knicks. Enfin, il y avait une intensité et une rivalité qu'on ne revoit pas aujourd'hui. Là, ça va être le All-Star Game. Les 2 meilleurs joueurs du monde, on va dire, c'est LeBron James et Kevin Durant. À peu près, 2 des 2 meilleurs joueurs du monde. LeBron James qui prend en premier pour le All-Star Game, Kevin Durant. Ils se mettent ensemble. Et c'est un peu l'esprit de la NBA en ce moment. On est tous amis, on s'entraîne ensemble l'été. Pas tous. Ouais, non, mais il y a Janis a dit qu'il ne le ferait pas, ça. Ça manque de sel. Et moi, c'est plus que la défense acharnée, c'est ça qui me manque des années 90. Tu soulignes le manque de rivalité où je suis totalement d'accord avec toi. Même un Bird Johnson, moi, enfin, c'est pas que ça me faisait rêver, mais ce qui s'était passé au Palace entre Détroit et Indiana. Non, mais on est dans l'extrême. Mais on est dans l'extrême. Mais qui dit rivalité dit identité pour les gens. Et en fait, si on s'identifie à des joueurs de basket qui sont tous amis les uns avec les autres et qui finalement à un moment donné vont se liguer contre la ligue pour obtenir une plus grosse part du gâteau, donc lockout, ou qui vont se liguer contre leur franchise en disant moi je veux partir de ma franchise pour aller rejoindre un pote autre part, en fait on demande pas aux gens de choisir une équipe, de s'identifier à cette équipe, de développer une rivalité face à une autre équipe. Donc aujourd'hui la seule vraie rivalité, et encore c'est pas très grand, t'en parlais Gaëtan, c'est Philadelphie et Boston qui je pense arrivent un peu à se détester mutuellement. Ouais, c'est pas non plus flagrant. Hein, c'est pas flagrant, mais quand on voit qu'aujourd'hui les Lakers et les Clippers arrivent à monter un trade ensemble alors que ça se faisait jamais avant, ça veut vraiment dire que il y a plus l'histoire de on va attirer un fan dans une des 30 franchises et puis il va aller la défendre bec et ongle. Les gens ont suivi LeBron, donc ils ont suivi LeBron par exemple de Cleveland à Miami. Est-ce que c'est pas de la faute de LeBron justement là, le fameux The Decision, en fait, et je vais jouer avec mes 2 potes pour faire les 13 amigos à Miami, Dwayne Wade et Chris Bosh. Est-ce que c'est pas ça l'élément ça aussi, mais en tout cas qui détruit le principe de rivalité? S'il a fait ça aussi, c'est parce qu'il en avait assez d'entendre qu'il n'avait pas gagné de titre encore, qu'il gagnerait jamais de titre. C'était une époque où on disait, beaucoup d'observateurs disaient il gagnera pas de titre, il va finir sa carrière avec 25 000 points sans gagner de titre, et c'est aussi pour Karl Malone quoi. Un peu ça, ouais. John Stockton, Karl Malone. Mais oui, effectivement, il a fait ça aussi et Kevin Durant a fait pareil, hein. Parce qu'il va à Golden State. Il y va après. Il y va après, évidemment, mais on va dire que LeBron a donné, la tendance, un espèce d'exemple.
Et après, une fois qu'il a gagné son premier titre, en plus, il a fait le doublé. Après, plus personne ne parlait de LeBron ne gagnera plus de titre, forcément, vu qu'il en avait gagné 2. Et Kevin Durant, c'était pareil. Après Oklahoma, il y a eu pareil une espèce de suspense où il va aller, puis à la surprise, demi-surprise, il va à Golden State chez les plus forts pour ramasser un titre. Regardez DeMarcus Cousins, il fait pareil. Il va aller probablement chercher une bague alors qu'il n'a jamais joué les playoffs. On n'arrêtait pas de lui rabâcher que t'es un pivot qui fait beaucoup de stats, 28 points, 12 rebonds, c'est génial. T'as jamais joué un match de playoff, et peut-être qu'il va jouer ses premiers matchs de playoff, il va même gagner peut-être sa première bague. Après, justement, pour prendre un peu la défense de la NBA, à terme, quand arriveront les vrais matchs, quand arriveront les playoffs, je pense que ça va donner des matchs très intéressants parce qu'on va avoir des super teams qui vont, pour le coup, jouer quelque chose à un moment donné. Et je pense que les scores seront plus resserrés. Pas, mais même s'ils ne le sont pas, je pense qu'on retombera dans ce que demandait Gaëtan, entre guillemets, c'est des matchs disputés, des matchs intenses. Et là, effectivement, il n'y aura pas des blowouts, quoi. Les saisons régulières, ça va peu à monter ces super teams, quels copains je vais pouvoir ramener, quel contrat on va casser pour aller chercher un tel, et puis on va se retrouver dans les 5 ans avec 7-8 franchises, avec un 5 majeur incroyable. Les autres qui vont chercher à reconstruire un peu c'est déjà pas mal le cas en ce moment. Comme a fait Philadelphie, ça a 5 ans de misère, et puis on attend de voir ce que ça donne derrière. Et puis, bon, voilà. Mais effectivement, il faut attendre, dans ce cas-là, les playoffs pour se régaler. Fin de la rivalité, on le disait, puisque les joueurs changent peut-être aussi plus facilement de franchise que par le passé. Et puis, quelque chose d'autre aussi, à mon sens, qui concourt peut-être à brouiller les pistes, à brouiller les cartes, à brouiller le jeu, tout simplement, à rendre les choses moins lisibles, c'est que, on le voit bien d'ailleurs sur les deux équipes qui vont s'affronter au All-Star Game. Il y a une équipe qui a été construite par LeBron où il n'y a que des extérieurs, en tout cas sur le 5 de départ. Et puis il y a l'équipe de l'Est construite par Antetokounmpo où il y a une vraie équipe avec un poste 1, un poste 2, un poste 3, un poste 4, un poste 5. Aujourd'hui, les postes 5, ils sont capables de courir, de shooter, de jouer comme le faisaient autrefois des postes 1 ou des postes 2. C'est-à-dire que les pivots peuvent évoluer au poste d'arrière. Et alors les arrières, ils ont parfois un peu de mal à évoluer au poste de pivot, mais LeBron joue à 4 postes, Durant peut jouer sur 3 postes. Enfin bref, est-ce que cette évolution morphologique des joueurs qu'on voit partout, quand on voit Rudy Gobert galoper, c'est pas Georges Muresan quand il arrive à Pau dans les années 90 ? Est-ce que ça participe pas aussi au côté un petit peu illisible du jeu, c'est-à-dire avant le pivot il était intérieur près du panier, il essayait de marquer, là aujourd'hui même quand il est à 6 mètres, j'exagère, il peut balancer et mettre dedans et faire ficelle. Pour nuancer ta question, en fait c'est une question de le pivot, où les pivots en question sont-ils toujours prêts au combat sur un terrain. Voilà. Je prends l'exemple d'un Nikola Jokic auquel beaucoup de joueurs peuvent s'identifier. Il est capable de tout faire, mais surtout, on le voit quand même aller au mastic à l'intérieur. On le voit aller fixer, aller concurrencer les gros au rebond, etc. Donc si on est face à des intérieurs comme, je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est par exemple un Nikola Mirotic, qui pourrait être poste 4,5-5, qui pourrait jouer à l'intérieur, aller charronnier. En fait, sa vie, elle est faite au-delà de la ligne à 3 points. Le meilleur exemple pour ça, cette année, c'est Brook Lopez. Voilà, qui a un Lopez est vraiment record. Je veux dire, c'est un intérieur qui prend 4 rebonds par match, 5 maximum. Il prend que des tirs à 3 points, quasiment. 60% de ses tirs sont à 3 points. C'est devenu un espèce de d'arrière, mais qui fait 2m10. Ce qui est génial, Brook Lopez, c'est qu'il avait pris 7 tirs à 3 points lors de ses 6 premières saisons, et cette saison, il en a déjà tenté 371 à 3 points, et il a pris 175 tirs à 2 points. Merci. Et c'est lui qui détient, je crois, le record du nombre de tirs à 3 points ratés. Par sur 9, non pour un pivot ou quelque chose. Mais tu vois, Marc Gasol, pareil, sur ses premières années, avait pris peut-être 10 3 points, et en une saison, la première saison, il commence vraiment à tirer, il en prend 130. Donc c'est une évolution clairement. Mais après cette polyvalence, c'est pas forcément une tare. Ce que je veux dire, c'est que ça leur permet de s'intégrer dans le jeu. Ça change le jeu effectivement parce qu'on se retrouve avec quasiment 5 extérieurs et donc des ouvertures vers le panier, mais des ouvertures qui ne sont pas forcément exploitées puisque les équipes shootent toujours de plus en plus à 3 points. Donc c'est assez paradoxal parce que en tant que coach, moi pour en avoir discuté avec certains, ils disaient si les grands s'extériorisent, ça va être un avantage pour les petits qui vont pouvoir aller vers le panier. Sauf qu'en fait dans les matchs on les voit jamais aller vers le panier. Donc la problématique elle est là, mais l'évolution morphologique, en tout cas à titre personnel,
je suis plutôt très fan, étant intérieur moi-même, de me dire je peux aller shooter à 3 points dans un match, ça dérangera personne aujourd'hui, alors que ça pouvait déranger quelqu'un il y a 10 ans. Mais du coup, il n'y a plus personne au rebond offensif, tu vois, par exemple. T'es obligé de le mettre dedans, Maury, t'as pas le choix. Là. C'est ficelle ou c'est dehors. Pas de problème. Non, moi, je suis assez d'accord avec Amaury. Ça me plaît aussi cette évolution parce qu'il faut pas oublier que le basket c'est un sport d'adresse et que le tir à 3 points c'est peut-être la plus belle démonstration de cette adresse. C'est le tir le plus compliqué à mettre. Moi, quand je voyais Shaquille O'Neal, qui est peut-être le modèle des intérieurs, des pivots dominants, besogneux dans la raquette, quand je le voyais aller au lancer franc, ça me cassait le cœur en deux. C'est pas possible. Quand on est fan de basket, mais quand tu le voyais jouer dans la raquette, tu peux pas dire que tu aimais pas ça non plus. Non, c'était un spectacle. C'était un spectacle. Mais voir des grands tirer à 3 points, je trouve que c'est un spectacle aussi. Tu parlais de Nikola Jokic, qui est un prototype quasiment inédit. T'as Mirotic, t'as Kevin Love. Oui, il y en a. C'est venu Ryan Wilderson quand il jouait encore. Tu mentionnes Kevin Love qui a été un de ceux à vraiment le démocratiser avec Minnesota, parce qu'il c'était un intérieur plutôt petit, un poste 5 plutôt petit, puis qui derrière dans un jeu à la Cleveland était amené à shooter à 3 points. Mais l'évolution, je la trouvais nécessaire parce qu'on pouvait parler avec des pivots de l'époque qui du coup souffraient de ne pas avoir le ballon à l'intérieur parce que les tirs venaient de loin et eux on leur demandait quoi, de défendre et de capter des rebonds. Pour moi le problème c'est quand on essaie un peu de forcer certains intérieurs, comme tu vois Drummond, Nurkic ont essayé cette année de prendre en début de saison, parce que ça n'a pas du tout marché, ont essayé en début de saison de prendre des tirs à 3 points, de stretch comme on dit, de s'écarter et d'essayer de tirer, mais ça ne marchait pas. Et en fait, je trouve que c'est dommage de les utiliser de cette manière parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans la raquette à prendre des rebonds offensifs. Surtout, Drummond, c'est quand même le meilleur rebondeur de la NBA. Pour moi, ça n'a pas de sens de le décaler sur une ligne à 3 points pour essayer qu'il prenne un tir. Surtout que souvent, on le laisse ouvert. Pareil avec Valanciunas, on a vu ça souvent avec Toronto. Et bon, quelquefois, ils en mettent un ou deux. Nurkic, je crois que cette année, il a mis 3 tirs à 3 points ou 4 tirs à 3 points. Mais il n'y a pas vraiment de plus-value. C'est de la perte de temps et surtout, on se prive d'une arme au rebond parce que le rebond offensif, en plus, le rebond offensif a changé cette saison. C'est plus 24, quand tu prends un rebond offensif, c'est 14 secondes. C'est plus 24. Donc c'est quand même quelque chose d'important qu'un intérieur soit dans la raquette, surtout quand tu as des joueurs aussi dominants que Drummond et Nurkic, qui sont des costauds, solides, durs au mal, qui peuvent prendre des rebonds offensifs, ne pas les mettre dans la raquette, je trouve que c'est une grosse erreur. Et ce qui est rassurant quand même, c'est qu'il y a des équipes, toutes les équipes n'ont pas cédé non plus à cette mode. Tu vois, oui, OKC qui réalise une super saison, Drummond, avec Steven Adams, il ne tire plus du tout. Il reste dans la raquette maintenant. Même Rudy Gobert, il n'a pas essayé Rudy. Utah, c'est une machine. Il faut avoir la capable de le faire. Il faut avoir la technique. Je vais prendre un pari pour toi. Ça va évoluer de manière cyclique, c'est-à-dire que on va à un extrême. Après, et on va se rendre compte que tiens, il y a des joueurs qui vont être capables de dominer dans la raquette et puis ils vont avoir de la place. Alors on va reprendre un big guy et puis il va aller au mastic et puis il va aller dunker sur la tête de tout le monde à l'intérieur. On se rend compte que finalement 2 sur 2 à 2 points, ça vaut mieux que 1 sur 2 à 3 points. Ouais. Après, ça va aussi dépendre de la formation que tu vas donner à ce genre de joueurs dans les futures années. Est-ce que tu vas vraiment les éduquer sous le panier, enfin je veux dire les intérieurs sous le panier, ou est-ce que tu vas leur dire t'es bon sous le panier mais tu vas quand même reculer un peu pour améliorer ton tir longue distance. C'est ça aussi le vrai enjeu. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas aussi plutôt la mise en place d'un vrai jeu collectif, d'un vrai jeu de passe? Parce que finalement, effectivement, vous avez raison, que le pivot il soit à l'intérieur ou qu'au contraire il soit capable de tirer à 3 points avec une certaine réussite, ça participe, on va dire, au côté éclectique ou au côté spectaculaire du jeu. Mais ce qui tue le jeu, c'est d'avoir que des joueurs qui shootent à 3 points, que d'avoir un concours de fléchettes en quelque sorte, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait Golden State a donné une tendance. Oui, Golden State tire beaucoup à 3 points, mais le jeu de passe de Golden State, c'est quelque chose. Il faut voir d'où viennent les tirs à 3 points. Bon, encore une fois, je ne vais pas m'en prendre à Houston ou James Harden, mais... si, tu n'iras pas en vacances là-bas, a priori. Voilà, mais c'est bien beau de mettre plein de joueurs qui savent tirer à 3 points, mais si on donne le ballon à une seule personne... Il n'y a qu'un ballon, c'est ça que tu veux dire. Et que, isolation, on s'approche un petit peu de la ligne et on tire sans jeu de passe, en fait, c'est même pas, on copie pas, c'est un autre style qui n'a rien à voir pour moi. À la décharge de Houston, ils ont perdu le joueur qui leur permet de fixer tout le jeu, c'était Clint Capella. Capella. Ils avaient pris ce pari-là d'un intérieur qui allait justement charogner, prendre les rebonds, fixer tout le monde, prendre la balle et tout ça pour pouvoir ressortir sur les différents shooters. Là, sans Capella, on a un James Harden qui force son jeu, qui va à la chasse au record et on ne parle pas d'autre chose aujourd'hui. Quand il reviendra, je pense que ce sera autre chose. Capella était là au début de saison et pourtant Harden faisait déjà... C'était mieux. D'accord, ok. Mais... Bon. Est-ce que ce sera mieux en play-off?
Parce qu'on garantit. Non, parce que c'est vrai, on tape un petit peu là, sur le jeu, sur le spectacle proposé. On sait aussi que le feuilleton de la NBA, c'est pas seulement le jeu proposé en saison régulière, c'est davantage les trades quand ils se font avant avant le break, c'est le All-Star Game, c'est les petites polémiques, les petites blessures, les absences. Et finalement, le jeu prend toute son ampleur, toute son importance au moment des playoffs. Finalement, tout ce qu'on est en train de faire, ça, on participe, on va dire, au show de la NBA, non ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Après le All-Star Break, même, quasiment, parce que c'est là qu'on va aller à la chasse à la place, à l'Est, à l'Ouest. Je pense qu'on a quand même des très très belles équipes, que ce soit à l'Est qui s'est renforcé, parce que Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphie, je pense que là on a un quatuor qui est Indiana bien, aussi est pas mal. Hein, Indiana, mais bon, ils ont perdu leur meilleur joueur. Donc. Mais on a un quatuor qui est beau, qui propose des équipes vraiment très très fortes. Il va y avoir une vraie lutte et c'est encore plus solide que la saison dernière. À l'Ouest, je pense qu'on n'est pas à plaindre non plus entre les OKC, les Golden State évidemment, Denver qui surprend son monde. Je pense que Denver c'est un vrai vent de fraîcheur cette saison. C'est génial. Et justement, c'est ça qui va permettre de faire évoluer les choses. Donc oui, là, après le All-Star Break, tous les joueurs passent en mode bon, maintenant on va à la chasse à la place, et puis ensuite va falloir monter l'arborescence pour aller jusqu'au final, et là chaque match va valoir cher, donc ça va faire monter l'intensité. Ouais, moi je trouve que j'attends ces playoffs avec une certaine excitation, parce que comme tu le disais tout à l'heure Amaury, en début de saison c'était qui pour détrôner les Warriors à part les Warriors. Et là, effectivement, les Warriors, est-ce que c'est la lassitude ? Est-ce qu'ils jouent un peu moins bien que les années précédentes ? Et il y a plein de teams qui se sont renforcés et qu'on a hâte de voir à l'épreuve des playoffs. Et je pense, tu parlais de Denver, moi j'adore voir jouer Denver cette saison, en particulier parce que Nikola Jokic est un prototype de pivot quasiment inédit en NBA qui change la manière de jouer, qui est capable de mener les contre-attaques, de distribuer le jeu depuis le poste haut avec un talent incomparable en NBA. Bon, je fais un peu trop fanboy, mais vraiment j'ai hâte de voir Denver à l'épreuve des playoffs. Peut-être se faire éliminer au premier tour. Peut-être que ça marchera pas. Non, mais même une équipe comme OKC, dont je suis beaucoup moins fan, mais qui a quand même construit une identité défensive assez intéressante. S'il y a une finale de conférence entre Oklahoma City et les Warriors, si Robertson revient avec son gros niveau de défenseur qu'on lui connaissait, ça peut dérégler la machine des Warriors. Enfin, ça peut. Je serais curieux de le voir. En fait, j'ai du mal à croire qu'une équipe va réussir à détrôner les Warriors, et c'est pour ça qu'à ta question, est-ce que la NBA est chiante ? Bah oui, un peu, parce qu'on sait déjà qui va gagner quasiment. Enfin, je veux dire, en début de saison, au premier match. On a peur que ce soit qui gagne. On a peur que ce soit qui gagne. Moi, franchement, j'ai rien contre les Warriors, mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de suspense, parce qu'en plus, ils ont réussi à se renforcer. Déjà qu'ils ont une équipe incroyable. Ils ont réussi à se renforcer, et même si Denver joue bien, même si OKC est une très belle équipe, et qu'à l'Est, il y a Kawhi Leonard à Toronto, il y a Boston, au final, un détail près, c'est que je pense qu'on pourrait tous parier que Golden State, même s'ils devaient être titrés cette année, le seront moins facilement que la saison dernière. La saison dernière, ils ont quand même une finale de conf en 7 matchs. Quand même. Ça a pas été... Les gens ne retiennent que les finales. Et quand tu retiens les finales, il n'y a pas eu de finale. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de finale. Mais j'ai l'impression que même si on est enthousiaste, on voit des belles équipes, on sait que toutes ces équipes échoueront à un moment contre Golden State. Et Milwaukee qui s'est quand même renforcé avec l'arrivée, on en parlait tout à l'heure, de Nikola Mirotic, qui va être intéressant. Ils ont, c'est un peu caricatural le jeu de Milwaukee, ils ont beaucoup de tireurs. Ils doivent déjà gagner la bataille de l'Est. Oui, mais justement... ça, c'est intéressant. Ouais. Et donc ils ont toute une armée de shooters, et Giannis Antetokounmpo, qui lui prend jamais un tir à 3 points, ou très rarement, et qui est un monstre absolument indéfendable dans la raquette. S'il continue de monter en puissance comme ça, moi aussi je suis très curieux de voir ce que Milwaukee peut donner en play-off. Bon, Sandro, à la question, toi tu as répondu clairement. Pour toi c'est un oui franc et massif. La super production hollywoodienne, tu connais déjà la fin, donc ça te gave, ça j'ai compris. Amaury, à la question posée, je te répondrai coupable ou innocent ? C'était chiant jusqu'à maintenant, et on passe aux choses sérieuses. Gaëtan ? Non, c'est pas chiant, parce que tu le disais aussi, il y a plein d'à côté, et la NBA, on l'aime pour tout ce que ça apporte en termes de rebondissement, d'histoire au quotidien, pour les highlights avec lesquels on se réveille le matin. Et oui, le jeu s'est un peu enflammé en termes de scoring cette saison, mais je suis sûr qu'on va avoir des playoffs passionnants. Et non, moi je m'intéresse toujours autant à la NBA. Je la trouve pas chiante, malgré tout ce qu'on a dit. Je voulais juste rajouter un truc que j'ai pas pu dire tout à l'heure. Pour les scores fleuves aussi, il y a une donnée dont on n'a pas parlé, c'est la pace, c'est le rythme, le nombre de possessions par match, qui est en train d'exploser depuis 3-4 ans.
ça, c'est aussi important parce que plus de possession par match, plus de points forcément. L'année dernière, l'équipe qui avait la meilleure pace, comme on dit, c'était... la pace était à 101,8. Je crois que c'était... je me souviens plus, mais en tout cas, c'était 101,8. Et aujourd'hui, si vous avez une pace de 101,8 en NBA, ça vous met 15e, 16e du classement. La pace maintenant, je crois que c'est Atlanta qui a la meilleure pace pour dire. C'est même pas une très bonne équipe, c'est même une des pires équipes de la NBA. La pace est à 105. Donc c'est énorme. Ça paraît pas beaucoup là, 101, 105, mais 4 possessions de plus en NBA pendant un match, c'est énorme. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Que la pace soit avec vous. Messieurs, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour ce débat passionnant et passionné. Amaury, bye bye. Gaëtan, salut. Sandro, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.